d'astronomie de la SAF. Je voudrais m'excuser pour la dernière conférence où, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu diffuser la conférence en direct et pour les mêmes raisons, on n'a pas pu l'enregistrer. Donc ça ne se reproduira plus, j'espère. Alors, quelques nouvelles avant de démarrer. Alors, donc, comme vous savez, vous pouvez recevoir, si une fois vous ne pouvez pas venir, vous pouvez l'avoir sur Internet, et quelques semaines après, c'est mis en ligne sur le site avec le compte-rendu de la conférence. Alors, voilà le calendrier des événements jusqu'à la prochaine conférence. Donc, vous pouvez taper dedans. Par exemple, ici, au même endroit, vous avez le lundi prochain, le 13 novembre, vous avez des étoiles ou planètes, l'origine des éléments chimiques. C'est très intéressant. Jean Eisenstedt reprend son séminaire de l'histoire de l'astronomie et ça va démarrer par la radioastronomie le mercredi 22 novembre à 14 h à la salle de l'atelier. Et vous savez que c'est une petite salle, hein, donc il faut donner un petit coup de téléphone, c'est entrée libre, mais il faut essayer de réserver parce qu'il n'y a pas énormément de place dans cette salle. Vous avez remarqué que pour les habitants de la banlieue ouest, des Yvelines, nous faisons venir un plaisir, dans notre bonne ville de plaisir, Noël Dimarc, qui ancien directeur du cirque, les références temps-espace, qui va nous parler des horloges atomiques et de la mesure du temps, le samedi 25 novembre à 20h30 au théâtre Robert Magrel à Paris. Voilà la suite. Je vous conseille le mercredi 6 décembre à l'ENS par Alessandro Morbidelli, le grand spécialiste de la formation des systèmes planétaires. Vous savez que c'est lui qui est à l'origine de la théorie des migrations des planètes et il va vous expliquer tout ça. Donc, ça s'appelle le système solaire et les systèmes planétaires extrasolaires. C'est dans le cadre des conférences du Bureau des longitudes. Voilà, sinon, hypertélescope par Antoine Laberry, le 11 décembre, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier? On a eu le plaisir de voir Saul Perlmutter en chair et en os pour la remise du diplôme honoris causa de l'université Pierre et Marie Curie. Et il nous a fait à cette occasion une conférence qui n'était pas très technique, qui était plus psychologique sur ce qu'il fait actuellement en Californie. Je vous rappelle que c'est un des découvreurs de l'expansion accélérée de l'univers et prix Nobel de physique de l'année, je ne me rappelle plus. Voilà. On a aussi assisté aux 50 ans de la seconde atomique, et moi je n'ai pas pu y assister personnellement, mais grâce à Jean-Claude Berçu, ici présent, qui a fait un reportage formidable. Vous avez tout le compte-rendu sur mon site, il y avait plein de conférences très intéressantes. Vous voyez la liste de toutes les personnes qui ont donné des conférences ce jour-là. Et évidemment, comme on parlait de temps, tout le monde était à l'heure. Voilà, excusez-moi. Prochaine conférence de la SAF, vous voyez la liste ici, on a pu la remplir jusqu'à la dernière, du mois de juin, et on a la grande chance d'avoir pour clore la saison 2017-2018 Françoise Combe qui va nous parler de matière noire et d'énergie noire et va faire le point sur le sujet. Alors je sais que la salle sera vraiment pleine, mais la réservation, ce sera à partir du 19 mai. Pardon? Oui, à partir du 19 mai. Hein. Il y a déjà des gens qui m'envoient des demandes d'inscription, je suis obligé de refuser. Bon, voilà une photo de la dernière conférence avec Frédéric Daigle. Vous avez tout appris sur les ondes gravitationnelles, les étoiles à neutrons qui se percutent et qui font des glouglous dans l'espace-temps. Voilà. Je vous rappelle les cours de la SAF. Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, a repris ses cours.
Le prochain, ça sera le 23 novembre. Donc c'est l'astronomie avant les instruments d'optique. Vous avez la liste ici, vous les retrouvez sur mon site aussi. Et il y a une séance spéciale exoplanète pour ceux qui aiment bien E.T. C'est le samedi 18 novembre à partir de 10 h au siège de la SAF. Entrée libre, gratuite et obligatoire. Il faut juste s'inscrire, prévenir le secrétariat parce que bon, les salles ne sont pas énormes au Beethoven. Vous voyez la liste des sujets qu'elle va traiter. Daniel est spécialisé dans la recherche de la vie extraterrestre. Notre ami Jacques Frick, ici présent, il est où? Il lève la main, il est là, voilà. Alors, on va reprendre ses cours de cosmologie à partir du mois de janvier. Et en préparation à ces cours de cosmologie, nous avons un des membres de la SAF, M. Stéphane Mihalovic, j'espère que je prononce bien son nom, qui va donner des cours de mathématiques liés à la cosmologie. Donc pour ceux que ça intéresse, le premier cours a commencé, c'était mercredi dernier, je crois, le 8, et c'est, je ne sais pas si je l'ai marqué là, oui, non, c'est pas marqué. Et la prochaine, ça sera donc 15 jours après. Si ça vous intéresse, le prochain, oui, voilà, j'ai marqué 22 novembre. Si ça vous intéresse, eh bien, vous donnez un petit coup de fil au secrétariat de la SAF, ou vous prévenez M. Mihalovic, ou vous m'envoyez un petit mail à moi et je me débrouille. C'est 18 h. C'est 18 h et pas 18 h 30. Bon, ben, vous voyez, merci Jacques. Voilà, il faut que tu viennes plus souvent aux conférences de la SAF, hein, tu vois. C'est bien. Donc, à partir de 18 h, de 18 h à 19 h 30. Donc, prochain, 22 novembre, je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient intéressées, qui vont, donc, présentez-vous le 22, essayez d'envoyer un petit mail, et tout va bien se passer. La prochaine fois, nous recevrons Florence Duret, astrophysicienne à l'IRP. On ne reçoit pas souvent de femmes, donc je suis très content, surtout qu'il va y en avoir encore d'autres après. Et elle va nous parler des amas de galaxies et des galaxies dans les amas. Je vais faire un peu le point là-dessus. Donc réservation à partir de demain matin, pitié, pas 0 h, demain matin à partir de 9 h du matin. Je ne me lève pas à minuit pour déclencher l'horloge pour les réservations. Je le fais après mon petit déjeuner. Voilà. Alors ce soir, nous recevons Daniel Vigneault, astrophysicien à l'APC. L'APC, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est astroparticules et cosmologie. C'est ça? Voilà. Et il va nous parler de ces êtres un peu bizarres, même très bizarres d'ailleurs, que sont les neutrinos. Alors la personne que vous voyez en bas à droite, c'est pas M. Vigneault, hein, il a les yeux bridés, c'est en fait le prix Nobel de physique 2015 dont vous allez nous parler, je suppose, qui s'appelle, alors là, il faut que je lise, Takaaki Kajita. S'il y a des japonisants dans la salle, qu'ils me pardonnent ou qu'ils me maudissent, c'est tant pis. Monsieur Vigneault, la parole est à vous. Merci. Merci de l'invitation à parler à cette conférence de la SAF. Je suis très honoré. Donc je vais vous raconter ce soir Est-ce que vous entendez bien en haut? Levez la main, oui? Voilà, c'est toujours vérifié ça. Je vais vous raconter l'histoire de l'oscillation des neutrinos, de Bruno Ponte-Corvo, son découvreur, jusqu'au prix Nobel 2015. Donc le plan de l'exposé est le suivant. Tout d'abord, on parlera brièvement des propriétés des neutrinos, de leur histoire, puis ensuite une série
transparence sur l'oscillation des neutrinos où Pontecorvo a joué un rôle très important. Et puis ensuite, deux thèmes majeurs, donc les neutrinos solaires d'un côté et les neutrinos atmosphériques de l'autre, qui ont permis de mettre en évidence ce phénomène d'oscillation des neutrinos. Et puis bien sûr, la conclusion de tout ça, c'est le prix Nobel 2015 qui a été attribué aux deux expériences fondamentales, donc l'expérience Super Kamiokande au Japon et l'expérience Sudbury Neutrino Observatory au Canada. Et puis on fera une petite conclusion. Histoire et propriété. Alors tout un chacun aime bien se sentir au milieu de l'univers, donc on va adopter un point de vue anthropique, et voilà chacun d'entre nous qui est ici, et on est bombardé chaque seconde par 65 milliards par centimètre carré de neutrinos qui proviennent du Soleil. Le 25 février 1987, pour les plus anciens d'entre nous, à 7h35 du matin en temps universel, on a été traversé par quelques millions de milliards de neutrinos en 10 secondes, qui provenaient de l'explosion de la fameuse supernova SN 1987A. Et cet événement historique n'a pas eu de successeur jusqu'ici, et tous les physiciens des neutrinos sont impatients d'avoir un second événement tel que celui-ci. Le Big Bang a créé un nombre fantastique de neutrinos, puisque dans chaque centimètre cube de l'univers, chaque centimètre cube à l'air à coudre, on a 300 neutrinos fossiles qui proviennent du Big Bang, qui ont été produits il y a 13 milliards et demi d'années, donc ils sont là dans chaque centimètre cube. On est submergé par ces neutrinos. Et puis chacun d'entre nous, en raison de la radioactivité interne, essentiellement le potassium 40 qu'il y a dans les os, émet environ 4000 neutrinos par seconde. Donc, on voit qu'il est difficile de s'affranchir de cette particule qui nous entoure, que l'on émet et qui est vraiment partout autour de nous. Donc, si on veut maintenant classer un petit peu ce que j'appelle la lumière des neutrinos, c'est-à-dire le flux de neutrinos en fonction de leur énergie, on va avoir la séquence suivante. Tout d'abord, les neutrinos cosmologiques, qui sont les neutrinos les plus nombreux, mais dont l'énergie est extrêmement faible. On a une énergie qui est autour du milliélectronvolt. Donc le milliélectronvolt, c'est vraiment quelque chose de très faible. Et puis, si on va ensuite, on a la composante importante des neutrinos solaires. Le Soleil, on va y revenir longuement, émet une quantité importante de neutrinos qui nous servent à la fois à étudier le Soleil et à étudier l'oscillation des neutrinos. Ensuite, il y a les neutrinos supernova, qui ont une énergie un petit peu plus élevée, autour de 10, 20 mètres, quelques dizaines de mètres. Donc, ils sont là en noir. Et puis, en marron, là, les neutrinos géologiques, qui sont ici, qui sont ce qu'on appelle aussi les géoneutrinos, qui sont les neutrinos qui sont issus de la radioactivité essentiellement dans la croûte terrestre. Là, c'est l'uranium, le thorium et également le potassium, qui sont les trois éléments radioactifs qui existent dans la croûte terrestre. Et ces neutrinos géologiques, j'en parlerai pas plus tard, ont été observés pour la première fois, il y a quelques années, par deux expériences. L'expérience Borexino, qui se trouve dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso, et l'expérience Camland au Japon. Et puis, les neutrinos de centrales nucléaires, ça on n'y échappe pas, on va y revenir, parce qu'ils ont joué un rôle important dans l'histoire. Ensuite, les neutrinos atmosphériques. Alors, ce qu'on appelle les neutrinos atmosphériques, ce sont les neutrinos qui sont produits par l'interaction des rayons cosmiques primaires, essentiellement des protons ou des noyaux, dans la haute atmosphère. On y reviendra un petit peu en détail tout à l'heure. Et puis enfin, les neutrinos des quasars, les neutrinos des noyaux actifs de galaxies, qui sont les plus énergiques, mais les moins nombreux, et qui ont été observés de manière presque sûre, il y a quelques années maintenant, par l'expérience IceCube, qui se trouve dans l'hémisphère sud, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, si on remet ce transparent du flux de neutrinos versus leur énergie, eh bien, il y a le prix Nobel 2002 a été attribué à Ray Davis et Masatoshi Kojima pour la première observation des neutrinos solaires, l'expérience de Davis, et pour la première observation des neutrinos de supernova avec l'expérience Kamiokande. Mais également, le prix Nobel a été attribué en 2015 à Takahaki Kajita et Art McDonald pour l'observation de l'oscillation des neutrinos. Donc, dans les neutrinos solaires pour l'expérience SNO, on y reviendra, et dans l'expérience Super Kamiokande pour les neutrinos atmosphériques, on y reviendra aussi.
Donc on voit que sur ce transparent, on voit que cette astronomie neutrino, en quelque sorte, a déjà fourni 4 prix Nobel, donc il reste de la place pour d'autres qui n'ont pas encore été détectés, donc aux jeunes de jouer. Alors pourquoi les neutrinos? Pourquoi les neutrinos? En 1930, il était commencé à être connu que la radioactivité bêta présentait une anomalie. La radioactivité bêta, si on a un atome, au centre de l'atome il y a le noyau, et puis on observe l'électron qui est émis, et en mesurant le spectre en énergie de l'électron, ça a démarré essentiellement avec Chadwick en 1914, donc ce spectre de l'électron était comme ça, avec un spectre continu. Or, pour la conservation de l'énergie, si on a juste ce phénomène, on ne doit pas avoir un spectre continu, puisqu'on a une transition à l'intérieur du noyau, et donc cette transition, elle va toujours avoir la même énergie, donc on devrait observer un spectre comme ça. Donc ça existait depuis 1914, ça a été confirmé dans les années 1927-28 par un particulier l'expérience de Ellis et Foster, et donc on était confronté à ce problème à cette époque-là, et Niels Bohr, le grand physicien, était prêt, lui, à dire, finalement, peut-être que l'énergie n'est pas conservée dans les phénomènes atomiques, ce qui était une remise en cause assez fondamentale de tout ce qu'on sait aujourd'hui en physique. Donc on en était là donc, en 1930. À ce moment-là, il y a une idée qu'on peut qualifier de géniale de Wolfgang Pauli. Pauli, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, il a dit voilà, il y a l'électron, et puis il y a une particule inconnue qui emporte l'énergie encore. Alors si chaque fois qu'en physique il y avait un problème, on disait on va inventer une nouvelle particule pour résoudre ce problème, on serait inondé de particules. L'intuition de Pauli, c'est qu'il avait raison, et c'était vraiment quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut dire que les pompiers arrivent. Excusez-nous, c'est direct, comme il dit de la télévision. Voilà. Ils arrivent. Bon, comptez les neutrinos qui vous traversent. Bon, on est désolé, hein. En plus on a nos collègues qui ne va bien, il va y avoir des allées-venues avec les pompiers, je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. Et puis si mon PC ne démarre pas bien,
On a un deuxième PC, donc prenez votre main en patience. « 29%. Rassurez-vous, ce n'est pas les augmentations de salaire. Pas rapide. Il va y avoir un bug dans tout le slide. Voilà. Vous vous rendez compte, la langue française, il doit y avoir un bug dans une slide. Ne me dénoncez pas, monsieur Blanquer, s'il vous plaît. Bon, il veut pas en jouer. Les pompiers sont là? Ils viennent. Ils viennent de ce côté-là. Il y a des jours comme ça. Bon, on change de PC. J'espère qu'il y a un peu de... Je sais plus pourquoi j'étais là. Merci de votre patience et de votre stoïcité. Donc en décembre 1930, Pauli propose cette idée d'une particule qui emmène l'énergie dans la désintégration d'état. Et en 1933, Enrico Fermi, le grand physicien italien, a baptisé cette particule neutrino
neutrinos pour les neutrinos. Alors en fait, quelle est la réaction qui est en jeu à ce moment-là? Donc on avait l'image d'un noyau qui émet un électron et puis ce que propose Pauli, c'est cette particule qui est un neutrino. Alors en fait c'est un neutrino, mais comme on le verra tout à l'heure, en fait un antineutrino et pas un neutrino, et un antineutrino de type électronique associé à l'électron. Donc en fait la réaction de base, c'est un neutron du noyau qui se désintègre en proton, un électron et un antineutrino électronique. Donc à partir de là, Fermi a construit dès 1934 la théorie de l'interaction faible, qui est toujours un peu revisitée, qui est toujours d'actualité. Alors, un peu d'histoire, en 1933, le neutrino existe sur le plan théorique, et il faut attendre 1956 avec l'expérience de Reines et Cowan, qui ont mis en évidence le neutrino auprès du réacteur nucléaire de Savannah River. Alors, pendant toutes ces, disons, près de 25 ans, il y a un certain nombre de personnes, et pas des moins célèbres, comme Hans Bethe, qui disaient que jamais on ne réussirait à mettre en évidence le neutrino. Et pourtant, avec de la persévérance, donc Reines a réussi cet exploit, ce qui était à l'époque un exploit, en utilisant les neutrinos, en l'occurrence les antineutrinos, qui sont émis par une centrale nucléaire, qui interagissent dans le détecteur sur un des protons du détecteur, et en produisant un neutron et un positron. Et donc ce sont ces deux particules qui vont être observées dans le détecteur de Reines et Cowan. Donc là on est en 1956. En 1962, il y a la découverte d'une deuxième espèce de neutrino auprès de l'accélérateur de Brookhaven. Donc là, de quoi s'agissait-il? On envoie des protons sur une cible, ces protons produisent des particules qu'on appelle des pions ou des kaons, qui eux vont se désintégrer en muons et en neutrinos. Mais on voit tout de suite que le muon, là il n'y a plus d'électrons, hein, comme dans la désintégration bêta, c'est un muon, et donc le neutrino associé à cette désintégration va s'appeler le neutrino muon. Alors l'idée de l'expérience remonte à 1960, c'est Melvin Schwartz, qui était à l'époque à Brookhaven, qui a proposé cette idée. Mais en fait, derrière le rideau de fer, on y reviendra, juste avant 1959, Bruno Pontecorvo avait déjà proposé cette expérience. Il se trouve qu'il n'avait pas la possibilité de la mener à bien en URSS parce que les accélérateurs en URSS ne pouvaient pas produire, n'avaient pas assez d'énergie pour pouvoir produire ces pions et ces kaons qui se désintégraient en neutrinos. Donc en 1962, la deuxième espèce de neutrino, le début. En 1990, le CERN, avec l'accélérateur LEP, l'anneau de collision électron-positron le LEP, a démontré qu'il existait trois familles, et trois familles de neutrinos. En mesurant la largeur expérimentale de la particule du boson intermédiaire Z, eh bien, cette largeur, on a les trois courbes correspondant à 2 neutrinos, 3 neutrinos et 4 neutrinos, et on voit que les points externes, le neutrino taux associé, a lui été mis en évidence, mais personne ne doutait de son existence, en 2000 à Fermilab. Donc maintenant, on peut dire, c'est brosser une première carte d'identité du neutrino, une fiche de police. Donc le neutrino, il a un spin 1,5, il a une hélicité négative, c'est-à-dire que la projection du spin est dans la direction inverse de la direction de propagation, et puis sa masse, 0, avec un point d'interrogation, et on va voir que c'est grâce aux oscillations qu'on va réussir à progresser sur la connaissance de la masse du neutrino. Alors si on veut situer sur l'échelle de toutes les particules, les masses de toutes les particules, donc on a ici une échelle de masse qui va du milli-électronvolt, de 10.3 électronvolts, jusqu'au giga-électronvolt et même au téra-électronvolt. Donc on a ici toutes les particules qui sont connues, l'électron, le muon, le tau, et puis les quarks, hein, les 6 quarks, QDST, DT, et puis les neutrinos, eux, ils se situent ici. Donc de toute façon, dans ce schéma-là, les neutrinos font un petit peu mandala. Donc, juste pour situer, la masse du proton, c'est un gel, c'est 1,6 × 10⁻27 kg, donc on est ici, donc on voit que le neutrino, c'est quelque chose de très très fort. Donc, juste pour rappeler le tableau des particules élémentaires, que l'on connaît maintenant bien, on a donc les quarks ici, dont on vient de parler, les 3 neutrinos
électron, muon et taux, puis les trois électrons chargés associés, l'électron, le muon et le taux. Donc, les quarks sont soumis à l'interaction forte, les neutrinos sont soumis à l'interaction faible uniquement, et l'électron, le muon et le taux sont soumis à l'interaction électromagnétique, parce qu'ils sont chargés. Les neutrinos ne sont pas chargés, ils sont soumis uniquement à l'interaction faible. C'est grâce à cette propriété qu'ils vont pouvoir traverser des quantités de matière très importantes sans interagir. Donc si on veut visualiser sur ce diagramme comment les neutrinos interagissent, alors la première réponse c'est très faiblement. On a ici une échelle qui montre avec des probabilités d'interaction. En jargon de physicien, on appelle ça les sections efficaces. On a ici 10 puissance moins 26 cm² pour un proton de 1 GeV, 10 puissance moins 28 cm² pour un électron de 1 GeV, et puis autour de 10 puissance moins 40 cm² pour un neutrino de 1 GeV. Donc on voit que 12 ordres de grandeur entre l'interaction du neutrino et l'interaction du muon, par exemple, de l'électron. Donc pour piéger les neutrinos, il faut beaucoup de neutrinos, il faut des gros détecteurs, et il faut des laboratoires souterrains pour se protéger du bruit de fond qui pourrait simuler des interactions de neutrinos. Ce sont les trois conditions essentielles. Donc maintenant, on va passer à l'oscillation des neutrinos et on va apparaître immédiatement Bruno Pontecorvo. Donc, qu'est-ce qu'a fait Pontecorvo? En 1957, on ne tenait alors qu'une seule famille. Rayleigh vient juste de découvrir le neutrino, en fait l'antineutrino, on commence à se douter à ce moment-là qu'il y a la particule et l'antiparticule. Donc, Bruno Pontecorvo prédit, parce que la théorie l'autorise, que les neutrinos peuvent osciller entre le neutrino et l'antineutrino. C'est-à-dire qu'un neutrino qui se propage va pouvoir se transformer en antineutrino, puis revenir à un neutrino, etc. Donc c'est la première idée. Rien n'a concrétisé ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens expérimentaux de vérifier tout ça. L'idée s'est transformée une dizaine d'années plus tard, parce qu'il a discuté la possibilité, à ce moment-là, on avait découvert deux familles de neutrinos, neutrino électron et neutrino mu, et Pontecorvo a dit qu'il a appliqué la possibilité que les neutrinos oscillent aux espèces de neutrinos connues à l'époque, le neutrino électron et le neutrino mu. Et ça s'est formalisé de manière phénoménologique avec un autre physicien russe, Libov, Pontecorvo du Paris italien, on va revenir, qui implique que les neutrinos aient une masse. Dans le modèle standard de la physique des particules, dans le modèle minimal, il n'y avait pas besoin que les neutrinos aient une masse. Donc la recherche de la masse du neutrino, si les neutrinos ont une masse, on est obligé d'aller dans des extensions du modèle au-delà du modèle standard, et c'est très important en physique des particules également d'identifier la masse du neutrino. Bon, on a déjà parlé plusieurs fois de Pontecorvo, mais qui est Pontecorvo? Alors en 2015 est apparu un livre de Frank Close, un physicien anglais qui a travaillé au CERN, The Divided Life of Bruno Pontecorvo, Physicist or Spy. Et ce livre a été traduit en français chez Flammarion, Le Mystère Pontecorvo, et je peux recommander ce livre à tous ceux qui sont intéressés à l'histoire de la physique, l'histoire aussi de la guerre froide, donc depuis les années de la guerre froide et même avant la guerre froide, la montée de l'antisémitisme qui a conditionné la carrière de Pontecorvo. Donc quelques détails sur ce Pontecorvo. Il est né en 1913 à Pise. Il est né dans une famille juive, non pratiquante, mais on sait qu'il n'a pas besoin de pratiquer pour être poursuivi à une certaine époque. En 1931, assez jeune, à 18 ans, il intègre le laboratoire de Fermi. Fermi l'a accepté dans ce laboratoire alors qu'il était tout jeune. Il a fait des choses importantes avec Fermi, sur lesquelles je ne sais pas ici parce que c'était pas lié au neutrino. Et en 1936, il a émigré à Paris sur les conseils de Fermi. Parce que c'était déjà les premières poursuites contre les Juifs en Italie. Et donc, il a intégré, deuxième chance, après Fermi, il a travaillé dans le laboratoire de Joliot-Curie, avec lequel il a sympathisé, donc non seulement avec Joliot-Curie, mais avec tous les membres de son laboratoire. Et à ce moment-là, il est devenu communiste. C'est pas innocent dans la suite de l'histoire. En 1940, au moment de... En juin 40, au moment où les Allemands arrivent à Paris, Joliot conseille très vite à Pontecorvo de s'en aller, de quitter la France,
et il va le faire de manière assez rocambolesque, en allant en vélo jusqu'à Toulouse, et puis après en ayant des difficultés pour aller jusqu'au Portugal. Et entre-temps, il avait épousé une Suédoise et il avait déjà un jeune enfant. Donc c'était déjà un épisode assez difficile dans sa vie. Et alors, au Canada, il a émigré donc aux USA, et pourquoi il a émigré aux USA? Parce qu'un de ses anciens collègues, Emilio Segre, qui lui avait déjà quitté l'Italie pour les États-Unis, lui a trouvé un job, entre guillemets, dans le Kentucky, pour faire de la détection pétrolière. Alors, un physicien faisant de la détection pétrolière, mais c'est que Pontecorvo, lorsqu'il avait travaillé avec Fermi, avait travaillé sur des détecteurs de neutrons. Donc il avait une expertise dans ce domaine qu'il a développé, qu'il a poursuivi et qu'il a mis en application pour la prospection pétrolière. Et ça a très bien marché pendant quelques années. Mais il se languissait un petit peu de ce travail et il a été contacté par des physiciens canadiens pour aller travailler à Montréal. Alors, à Montréal, il faut se souvenir qu'à cette époque-là, un certain nombre de personnes du laboratoire de Joliot, donc Kowalski, Allemand, etc., Goldschmidt, avaient rejoint le Canada pour développer des réacteurs, enfin commencer à développer des réacteurs à eau chaude. Donc, connaissant bien Pontecorvo, ils ont recruté Pontecorvo, disons, ce qui n'a pas été ça. Donc c'était à Montréal, et puis après à Cold River, qui est l'endroit où ils ont construit le premier réacteur canadien. Et puis il y a eu ses premiers travaux sur les neutrinos dès 1946. Il a continué en travaillant sur le réacteur. C'est là qu'il a produit ses premiers travaux sur les neutrinos, on y reviendra. En 1948, il quitte le Canada pour aller à Harwell en Angleterre, parce que déjà, on commence à se douter que c'est pas encore la chasse aux sorcières, mais ça commence. Donc, il est italien, il travaille aux États-Unis. Alors, on le soupçonne d'être communiste. On a retrouvé chez lui des livres sur le communisme, même s'il ne milite pas du tout à cette époque-là. Donc, il vient en Angleterre et il s'installe à Harwell pendant 2 ans. C'est là qu'arrive un épisode le plus, je ne sais pas si rocambolesque est le mot, mais le plus impressionnant de la vie de Pontecorvo. En août 1950, il part avec sa famille en vacances en Italie. Il continuait d'aller régulièrement en Italie pendant cette période anglaise. Et puis, ces vacances se passent très bien, et 2 ou 3 jours avant de repartir, brutalement, il disparaît avec sa femme, et à ce moment-là, il avait déjà 3 enfants. Donc il disparaît complètement de la circulation, et personne ne sait ce qu'il est devenu, même pas sa famille. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute l'histoire qui s'est passée à ce moment-là. Vous regarderez le livre de Frank Close pour connaître un petit peu mieux les conditions. Donc le plus probable, c'est que, ce qu'on dit, c'est que alors, il y avait des soupçons qu'il ait pu espionner pour la Russie, puisqu'il était très entaché de la Russie à ce moment-là. Mais il n'y a jamais eu aucune évidence directe, donc après toutes les subtilités, vous les trouverez dans le livre de Frank Close. Et il aurait été exfiltré à ce moment-là, parce que s'il retournait en Angleterre, il risquait éventuellement d'être arrêté. Donc il se retrouve en Russie, et pendant 5 ans, personne ne sait où il est, même si un certain nombre de personnes supposent qu'il est en Russie. Sa famille ne sait absolument aucune nouvelle. Donc en mars 1955, il réapparaît à Moscou dans une conférence de presse. Et puis ensuite, alors il n'a pas eu l'autorisation de voyager pendant très longtemps, il a pu voyager qu'à partir de 1978, donc pendant presque 30 ans, il était quasiment prisonnier, prison dorée si on veut, mais enfin sous à Dubna, où il est. Mais il a fait des contributions tout à fait importantes sur la formalisation d'oscillation des neutrinos, donc en 1957, 67, 69, 1967, donc tout ça c'est. Et il est mort en 1993, en Dubna aussi. Et bon, il était revenu en France en 1991, il a fait à l'époque un séminaire au Collège de France en 1991. Donc voilà un petit peu longuement la carrière de Bruno Pontecorvo. Donc d'ouest en est, si on veut résumer là-dessus, il est né à
Berkeley, ensuite il était à Rome, jusqu'en 1936. Après, il est venu à Paris, il était dans le Kentucky faire de la prospection pétrolière, il était au Canada, à Montréal et Charles River, à Rouen en Angleterre, et puis à Dubna, à une centaine de kilomètres de Moscou, après pour la dernière partie de sa vie. Alors, physicien, très grand physicien, Nobel Isaac, disent la plupart des personnes qui l'ont connu, qui en regardant ses papiers, même s'il n'a pas écrit énormément de papiers, c'est des papiers relativement courts, mais très lumineux, très clairs. Où est-ce-t-on? Donc à cette question, je ne répondrai pas aujourd'hui, donc il vous faudra lire le livre de Grande Prose ou d'autres informations. Donc, après cette brève biographie de Ponty, donc venons-en à l'oscillation des neutrinos. Donc l'oscillation des neutrinos, qu'est-ce que c'est? On a une source de neutrinos que j'ai appelé neutrinos indistinct, qui peuvent soit neutrino-électrons, soit neutrino-mu, soit neutrino-tau, qui vont voyager sur une distance L, et on va avoir un détecteur de neutrinos indistinct, qui va être égal ou différent à celui-ci. Alors, si les neutrinos ont une masse, lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent se transformer plus ou moins totalement d'une espèce dans une autre. Le phénomène est périodique en fonction de la distance L entre la source et le détecteur, un phénomène comme ça, d'où le nom d'oscillation, et ce phénomène est autorisé par la mécanique quantique. Alors, première image simplifiée, on a trois familles de neutrinos, on va leur donner une couleur, juste pour illustrer, c'est pas dans la réalité. Neutrino électron bleu, neutrino rouge, neutrino vert. On a une source de neutrino électrons. Et on a un détecteur qui va être sensible uniquement au rouge, uniquement à ça. Donc, si le neutrino, si on détecte que du bleu, on verra 0 ici, on verra rien. Si on détecte que du rouge 1, ça signifie que le neutrino électron s'est complètement transformé en neutrino bleu. Et puis si on détecte une fois du bleu, c'est une fois rien, une fois du rouge, donc on va dire un petit peu violet, eh bien si on détecte la moitié, ça signifie que le neutrino s'est partiellement transformé en neutrino bleu. Et la longueur d'oscillation, sur laquelle on va revenir, c'est proportionnel à l'énergie et divisé par la différence des carrés des masses des deux neutrinos en jeu. Alors, un petit diagramme comme ça. Donc, le neutrino électron et le neutrino mu, ce sont ce qu'on appelle les états propres de Saveur. C'est-à-dire que le neutrino électron est associé à l'électron, le neutrino mu est associé au mu. Et simplement, ce que dit la mécanique quantique, c'est que ce ne sont pas nécessairement les états propres de la masse. C'est-à-dire qu'en fait, le neutrino électron a une composante de masse M1 et une composante de masse M2. Et de même pour le neutrino mu. Donc on peut écrire cette matrice de mélange, neutrino électron, neutrino mu, en fonction des états propres de la masse U1 et U2, avec un angle de mélange, cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, et on a un mélange classique ici là. Et si on veut calculer à partir de là la probabilité que le neutrino I se transforme en neutrino J, eh bien c'est égal à sinus carré de θ, donc l'angle de mélange, et sinus carré de pi, L, la distance parcourue, sur L post, la longueur d'oscillation, qui on a vu est proportionnelle à delta à l'énergie divisée par le delta L carré. Alors si on regarde qu'est-ce que ça donne maintenant en fonction du temps, donc la probabilité, on part avec un neutrino mu ici, qui est tout en vert, et puis on regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'il voyage avec le temps. On a là une longueur d'oscillation qui est égale à 2,5 E sur delta L carré, et puis on va avoir en fonction de la distance, le neutrino mu, il va décroître, puis il va recroître, puis décroître, recroître, donc c'est une transformation partielle. Donc là, on a l'apparition de neutrinos électrons, le violet, c'est les neutrinos électrons qui vont apparaître. Et puis le vert, ce sont les neutrinos mu. Donc, il y a une apparition des neutrinos électrons simultanément à une disparition des neutrinos mu. Donc, sans rentrer dans le détail, la formule, je la rappelle ici, avec la longueur d'oscillation. Et maintenant, en jouant sur les sources de neutrinos d'énergie différentes et la distance à laquelle on place le détecteur, eh bien, on va disposer de plusieurs réverbères pour explorer les paramètres. Les paramètres, c'est delta L carré et l'angle de mélange θ. Donc, c'est en jouant sur l'énergie qu'on va pouvoir déplacer cette zone que l'on recherche. C'est comme ça que les recherches d'oscillation des neutrinos ont commencé. Alors, on sait qu'il n'existe pas deux neutrinos aujourd'hui, mais trois neutrinos. Donc, on a une matrice de mélange 3x3.
c'est la même chose. Et cette matrice s'appelle maintenant la matrice de Ponte-Corvo, Naki, Sakawa, Nakagawa, Sakawa. Voilà, donc sur les oscillations, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, comment mettre en évidence ces oscillations. Donc le premier outil qui va nous permettre de connaître un peu plus sur l'oscillation, ça va être les neutrinos solaires. Les neutrinos solaires, dont l'énigme a commencé en 1968 et a été résolue en 2001 seulement, donc plus de 30 ans énigmatique. Donc on va faire un petit voyage au cœur du Soleil. Vous avez ici une image du Soleil. La température de surface est de 5800 K. Sa masse de 10 puissance 30 kg. Son diamètre 1 400 000 km. Il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Peut-être la lumière, mais 8 minutes pour venir jusqu'ici. Bon, ce n'est pas des astronautes que je vais apprendre ça. Sa composition est 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et 2% d'autres éléments. Et au cœur, la température est de 15 millions de degrés. Alors 15 millions de degrés, ça c'est intéressant parce que ça permet à la réaction de fusion entre deux protons d'avoir lieu. Donc deux protons fusionnent pour donner du deutérium, un positron et un neutrino, électron. Donc ça c'est la réaction de base, qui est la réaction fondamentale au cœur du Soleil, qui produit à la fois des neutrinos et qui va produire de l'énergie. C'est à partir de cette réaction que l'on peut vivre sur la Terre. Donc si on découpe maintenant le Soleil, donc on a le cœur ici, et puis la zone convective et la zone radiative et la zone convective. Donc la lumière met 8 minutes à partir de la surface, mais elle est 100 000 ans pour venir du cœur du Soleil, où ont lieu les réactions nucléaires, jusqu'à la surface. Alors que le neutrino, lui, va mettre 2 secondes parce qu'il est produit au centre, il peut traverser la surface du Soleil sans interagir, quasiment sans interagir. Et donc, les neutrinos sont un témoin direct de ce qui se passe en ce moment au cœur du Soleil, alors que la lumière, c'est un témoin qui a déjà 100 000 ans, autour de 100 000 ans derrière. Donc, la réaction de fusion primordiale est là. Donc maintenant, on a ensuite un cycle compliqué de réaction nucléaire que je mentionnerai juste après, et avec la transformation d'hydrogène en hélium et production d'énergie. Alors, le flux de neutrinos, il faut 2 réactions de base proton-proton de deutérium et plus neutrinos pour arriver à un hélium. Donc, pour avoir 4 10 puissance moins 12 watts, qui est ce que produit la fusion de 4 protons en hélium. Et donc, le flux de neutrinos va être égal à 2 fois la luminosité du Soleil, divisé par l'énergie par réaction, et puis l'angle solide, 1 sur pi des 2. Et donc, on a la puissance du Soleil qui est calculée, qui est connue, 3,8 10 puissance 26 watts. Cette puissance du Soleil est connue parce qu'on sait que le Soleil, c'est 3800 watts à la surface de la Terre. Donc, les neutrinos du Soleil, 65 milliards par centimètre carré par seconde. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. À la suite de cette réaction primordiale, il y a d'autres réactions qui vont produire des éléments comme le uranium 7, comme le bore, comme le lithium, et qui vont produire aussi d'autres neutrinos. Et on a un spectre en énergie des neutrinos solaires qui est celui-ci. L'énergie du neutrino entre 0 et 10 mètres environ. Et puis là, les neutrinos les plus nombreux de la réaction de fusion proton-proton, les neutrinos dits du beryllium, les neutrinos du bore et les neutrinos de la réaction PE. Donc on a un cycle de réaction compliqué, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer. Alors l'énigme des neutrinos solaires, donc qui a démarré en 1968 et qui a été résolue en 2001, quelle est-elle? Alors ça commence avec l'expérience LIOR de Davis qui avait mis 600 tonnes de tétrachlorure de carbone, C2CF4, dans un grand réservoir dans la mine de Homestake, dans le Dakota du Sud. Et que faisait Davis? Eh bien, il observait l'interaction des neutrinos-électrons produits par le Soleil sur des atomes de chlore-37. Ces atomes de chlore-37 se transforment sous l'action des neutrinos-électrons en atomes d'argon-37 en étant d'électrons. Alors, malgré les 600 tonnes de chlore, de carbone,
eh bien, malgré le flux important de neutrinos solaires, comme on a vu, eh bien, Davis observait environ une interaction comme ça par jour. Donc vous voyez que le taux d'interaction est extrêmement faible. Et le résultat important, c'est qu'il n'observait un par jour, mais surtout, il n'observait que 35% environ des neutrinos solaires attendus. Donc, déficit de neutrinos solaires, énigme des neutrinos solaires, donc ça, c'est 1968, c'est la première fois que ça a été mentionné, et ça a duré pendant plusieurs dizaines d'années. Alors ensuite, il y a eu d'autres expériences. Il y a eu l'expérience au gallium, l'expérience Galex, à laquelle j'ai participé dans le laboratoire de démonstration en Italie. Donc là, c'était plus le chlore, c'était le gallium. Donc le neutrino interagit sur un atome de gallium 71 qu'il transforme en germanium 71, plus un électron. Et là, encore, c'est pas 35%, c'est un peu plus, c'est 60% des neutrinos solaires attendus. Mais cette expérience était sensible pas uniquement au même spectre en énergie que l'expérience chlore de Davis, donc ce n'était pas exactement le même flux de neutrinos solaires. Et puis, dans la mine de Kamioka au Japon, eh bien, il y a eu Super Kamiokande à partir de 1996 qui observait l'interaction des neutrinos solaires sur les électrons, et donc là, encore un déficit, 45% des neutrinos solaires attendus. Alors, Davis a eu le prix Nobel 2002 pour la première détection des neutrinos solaires, et il l'a bien mérité. Et puis, cette idée de réaction, on va revenir à Pontecorvo parce que c'est basé sur une idée originale de Pontecorvo en 1946. Alors en fait, les archives disent aujourd'hui que ce qu'on attribue à Pontecorvo, c'est pas complètement faux parce que c'est lui qui l'a popularisé, mais en fait, l'idée lui aurait été suggérée par Jules Guéron, un Français, qui était un de ceux qui était au Collège de France avec Pontecorvo à la fin des années 30, dans le laboratoire de Jules Curie, et qui a immigré au Canada. Et donc, le nom de Jules Guéron est mentionné sur des documents de Pontecorvo, et puis il a disparu dans la version finale, enfin, aujourd'hui, il n'arrête pas moins que c'est Pontecorvo qui a popularisé l'idée, même si c'est un de ses collègues qui a souffert une partie de la solution. Alors, les pièges à neutrinos, donc avant 2001, donc le détecteur japonais Super Kamiokande, donc on a ici le soleil qui émet des neutrinos, et le détecteur c'est un grand cylindre qui fait 50 000 tonnes d'eau, 40 mètres de hauteur, 40 mètres de diamètre, recouvert par 10 000 photomultiplicateurs qui tapissent toutes les parois du détecteur. Donc, comme on l'a vu, 45% des neutrinos solaires attendus sont. Ce qui est intéressant par l'expérience Super Kamiokande, c'est que l'électron qui est émis ici, il fait un angle avec la direction du Soleil, mais il garde la mémoire de la direction du Soleil quelque part. Et quand on fait la distribution angulaire de tous les événements qui sont émis, cosinus θ, en fonction de θ, c'est l'angle que fait l'électron avec la direction du Soleil, eh bien, on a ici, c'est le bruit de fond, et puis brutalement, ça monte ici, il y a un pic, et voilà, c'est ça le signal observé par Super Kamiokande. Et cette image, c'est une photo du Soleil prise avec les neutrinos sous 2000 mètres de roche. Hein, c'est-à-dire que vous êtes sous 2000 mètres de roche, et vous réussissez à identifier le Soleil, enfin, cette photo, qui n'est pas la meilleure photo du Soleil, mais c'est une photo du Soleil à 2000 mètres sous terre, ce sera difficile. Donc ça, c'est amusant sur eux, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les neutrinos. Donc on arrive maintenant en 2001, et en 2001, ça fait déjà quelques années que le détecteur de Sudbury fonctionne, et il va annoncer ses premiers résultats. Donc qu'est-ce que c'est que ce détecteur? C'est 1000 tonnes d'eau lourde qui sont dans cette sphère. Alors l'eau lourde, c'est N2O, hein, c'est un atome d'hydrogène est remplacé par du deutérium. On a 9500 photomultiplicateurs, presque autant que Super Kamiokande, et autour, on a un réservoir acrylique de 12 mètres de diamètre, et puis on a de l'eau ultra pure. Tout ça, c'est pour se protéger de l'eau. Et donc, en 2001, Snow donne ses premiers résultats. Avec la réaction neutrino-électron plus deutérium, donc électron, proton, proton. Et c'est cet électron qui est observé. Et là, 35% des neutrinos solaires attendus. Donc là encore, un déficit. Mais le grand avantage de Snow, c'est le suivant.
c'est que SNO est également sensible à la réaction neutrino plus deutérium, quelle que soit la famille de neutrinos, neutrino électron, neutrino mi, neutrino qui va donner un neutrino de la même famille, plus un proton et un neutron. Et la détection de ces neutrons, émis dans cette réaction, par un système de compteur sur lequel je ne m'étends pas, fait que cette réaction, 100% des neutrinos solaires rendus sont observés. Donc enfin, on a compris qu'il n'y avait pas de réel déficit, il y avait un déficit de neutrinos électroniques, mais il n'y avait pas de déficit de neutrinos, on retrouvait tous les neutrinos à la fin. Donc c'est le grand résultat de l'expérience. Donc c'est la preuve que les neutrinos électrons se sont transformés en une autre espèce, neutrino mu, neutrino tau, via l'oscillation. Et puis c'est aussi la preuve que le Soleil fonctionne comme prévu. Donc c'était quand même quelque chose de très important à l'époque. C'est toujours important. Et l'oscillation privilégiée, c'est l'oscillation du neutrino électron en du mu, enfin partiellement en du mu et du tau, donc les deux possibilités. Alors voilà une photo de la collaboration SNO en 2004, avec 50% de la collaboration, parce que c'est difficile de réunir cette collaboration. Et vous avez ici le porte-parole de la collaboration, Marc McDonald, qui a tourné le rouge ici. Donc on verra plus tard ce qu'il y a. Donc les lignes des neutrinos solaires, juste pour simplifier dans une image très simple, les neutrinos voyagent, en voyageant, les neutrinos changent de couleur, bleu, rouge, bleu, et jusqu'à SNO, les détecteurs n'étaient sensibles qu'à la couleur noire, c'est-à-dire qu'aux neutrinos électrons. Et SNO, en étant sensible à toutes les couleurs, a permis de montrer que ceux qui avaient disparu n'avaient pas réellement disparu. Le spectre en énergie des neutrinos solaires, le flux versus l'énergie des neutrinos, et juste pour préciser que les expériences gallium dont on a parlé tout à l'heure sont sensibles à toutes les espèces, toutes les réactions. L'expérience Nord était sensible à une partie des réactions, celle-ci et celle-ci, et l'expérience super-Nord était sensible aux neutrinos du bord des neutrinos les plus énergiques. Donc je résume. Donc les réactions nucléaires dans le Soleil ne produisent que des neutrinos électrons. Les détecteurs de neutrinos solaires étaient jusqu'à SNO sensibles seulement ou principalement aux neutrinos électrons. SNO a montré que les neutrinos électrons ont été partiellement transformés en mu ou tau par le mécanisme d'oscillation. Et pour obtenir les paramètres de l'oscillation, θ et delta L carré, on ajuste simultanément les réductions qu'on peut observer dans l'expérience et l'expérience. Ça, c'est un travail très difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que la confirmation de l'oscillation a été faite par l'expérience Kaplan. Alors l'expérience Kaplan, elle, c'est une expérience auprès d'un réacteur. Enfin, quand je dis auprès d'un réacteur, c'est un détecteur qui se trouve également dans la ville, au même endroit que Super Camion Mandé, mais qui est destiné à détecter les neutrinos des centrales nucléaires japonaises, qui étaient à l'époque très nombreuses. Et donc, en détectant les antineutrinos des centrales nucléaires, eh bien, ils ont observé ce spectre-là, qui correspond exactement au spectre attendu de l'oscillation des neutrinos, et donc ça a permis de conforter la découverte de l'oscillation et de préciser les valeurs des paramètres déterminés par les expériences de neutrinos solaires. Donc voilà, confirmation dans une autre expérience de l'oscillation. Alors maintenant, donc voilà pour les neutrinos solaires, et maintenant, deuxième étape, les neutrinos atmosphériques. 1980-1998. Donc la Terre est bombardée en permanence par les rayons cosmiques qui interagissent dans la haute atmosphère, et si on regarde un petit peu plus en détail, donc on a ces protons, ces noyaux, qui vont produire des pions ou des kaons, qui vont se désintégrer en muons et neutrinos, et puis le muon lui aussi se désintègre en trois neutrinos, dont des neutrinos électrons. Bref, si on fait le petit bilan rapide de tout ça, on doit avoir un rapport entre le nombre de neutrinos électrons et le nombre de neutrinos nus qui est égal à 0,5. Donc deux fois plus de neutrinos nus que de neutrinos électrons. Donc on place le détecteur souterrain à 2 km sous terre. Et pourquoi on le place là? Parce que là on a un filtre qui va arrêter en grande partie les muons, qui va arrêter, il restera environ 1 muon sur 1 million qui atteindra le détecteur. Donc encore un nombre conséquent mais réduit. Et donc c'est là le détecteur super Camion.
Mais la Terre est ronde, à peu près, et les rayons cosmiques, ils viennent au-dessus des détecteurs, mais ils viennent aussi en dessous. Donc, et en dessous, il y a l'atmosphère. Et donc, on a production de neutrinos atmosphériques aussi dans cette région-là. On a production ici, on a production là, et on a production dans toute l'atmosphère autour de la Terre. En dessous, simplement pour montrer que la distance parcourue par tous ces neutrinos atmosphériques, elle va être dans un cas d'une dizaine de kilomètres, et dans l'autre cas de 10 000 km, ou un peu plus. Et donc, on a une gamme de longueur parcourue par les neutrinos qui s'étend de 10 à 10 000 km. Avec une gamme en énergie qui va de quelques dizaines de mètres jusqu'à quelques gènes. Même bien au-delà du gène, mais le flux est trop peu nombreux. Donc on voit qu'avec, j'avais dit tout à l'heure, qu'on a une gamme en énergie importante, on a une gamme en distance importante, donc ça va permettre d'explorer une région des paramètres d'oscillation assez importante. Alors, Super Kamiokande, bon, on l'a décrit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Comment ça se passe à l'intérieur? Donc, on va juste un petit encart. Donc, on a ici un neutrino qui interagit, qui va produire un électron ou un muon, qui va faire un angle θ avec la direction du neutrino incident. Et donc, cet électron ou ce muon, ils vont faire de la lumière Cherenkov dans le détecteur. Et cette lumière Cherenkov, on a des côtes de lumière, hein, et cette lumière Cherenkov, elle est observée par les photomultiplicateurs. C'est comme ça que fonctionne le détecteur Super Kamiokande. Et alors, comment est-ce qu'on différencie l'interaction d'un électron et l'interaction d'un muon? Eh bien, vous voyez ici l'interaction d'un muon de 600 Mel, et à droite, un électron de, disons, presque 500 Mel. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ici, on a un cercle assez joli. Ici, on a un cercle avec du flou. C'est comme si les lunettes sont ajustées. Donc, l'électron, par ses propriétés, fait que le Von Cherenkov est un petit peu. Donc, c'est comme ça que les physiciens de l'expérience Super K discernent les neutrinos-électrons des neutrinos-muons. Alors, quel est le résultat que Super Kamiokande a présenté en juin 1998? Donc, on retrouve ici le schéma comme tout à l'heure. Ici, on a cosinus θ, l'angle que font les électrons ou les muons avec la direction prévue. Donc, ici, on a les événements électrons, ici, on a les événements muons. Donc, on a ici, en noir, les données expérimentales, et puis, en rouge, on a les prédictions. Par contre, pour les événements muons, on a les prédictions qui sont en rouge, et en noir, les données expérimentales. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que pour cosinus θ positif, disons vers l'avant, on est en accord avec les prédictions des modèles. Par contre, vers l'arrière, c'est-à-dire tous les neutrinos qui viennent de là, qui ont parcouru une grande distance dans la Terre, eh bien ceux-là, il y a un déficit qui est observé. Donc c'est à partir de ce résultat que l'expérience Super Kamiokande a annoncé l'oscillation du mu du taux. Je passe sur les détails, il y a des preuves plus directes qui ont montré que c'était la transformation du mu en taux. Mais c'est donc la base, c'est ça, c'est un déficit des neutrinos qui ont été produits, des neutrinos vus qui ont été produits aux antipodes du détecteur. Alors pour confirmer l'oscillation, eh bien Super Kamiokande a fait aussi un très beau travail qui est représenté ici. Donc c'est la prédiction d'oscillation en fonction de L sur E, et on voit que l'observation de ce creux ici est en accord avec les prédictions s'il y a oscillation. S'il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas de creux. Donc ce résultat a confirmé l'oscillation mesurée par Super Kamiokande. Donc on va voir maintenant la photo de Super Kamiokande fin 98. Donc on a un des physiciens de photo de la collaboration. Et on a ici la photo de Kajita, qui est cohérent. Et puis ici on a la photo de Totsuka, qui est là. Alors, je mentionne ces deux physiciens parce que Kajita a été récompensé par le prix Nobel en 2015, on va y revenir.
Et Totsuka, malheureusement, est décédé dans les années 2000, dans les années 2000, mais c'était lui qui avait porté le projet Super Kamiokande. Par contre, ce n'est pas du tout scandaleux, loin de là, que Kajita ait eu le prix Nobel pour la découverte des neutrinos atmosphériques, parce que depuis sa thèse, dans les années 86-87, il avait déjà commencé à travailler dans l'expérience Kamiokande, l'ancêtre de Super Kamiokande, sur lequel je ne vais pas parler aujourd'hui. Et c'est lui qui avait initié le premier l'analyse des neutrinos atmosphériques, et donc qui a été persévérant dans cette analyse jusqu'à la découverte en 1998 donc, des neutrinos atmosphériques, enfin, de l'oscillation des neutrinos atmosphériques. Donc les prix Nobel 2015, eh bien, décerné à Takaaki Kajita, et Arthur McDonald, qui est ici. Donc, qui est du Sudbury Nuclear Observatory, qui est professeur à la Police University à Kingston. Et Kajita, donc, de l'Université de Tokyo. Donc, comme je l'ai dit, donc, pour la découverte de l'oscillation du neutrino atmosphérique, donc c'était le responsable de l'analyse, hein, tout à fait mérité, alors que McDonald est responsable de l'expérience, mais c'est lui aussi qui a poussé, qui a obtenu le financement, qui a réuni la collaboration, qui a organisé la collaboration. Donc la communauté n'a aucun problème pour... non seulement elle n'a aucun problème, mais elle attendait l'attribution de ces prix Nobel depuis de longues années. Alors, Kajita est venu à la Sorbonne en avril 2016, il a fait une conférence à la Sorbonne, quelques photos de voyage japonais en plus tranquille. Alors, quid de Pontecorvo? Eh bien, quid de Pontecorvo, l'inventeur de l'oscillation des neutrinos et beaucoup d'autres idées géniales sur les neutrinos. On a vu qu'il avait été aussi un des premiers à proposer qu'il y avait deux familles de neutrinos et qu'avec déjà une façon d'organiser les particules en famille. Alors, on a ici une photo de Pontecorvo qui est là, à Montréal en 1943. À Montréal en 1943. Et ici, pour ceux qui le connaissent, il y a Pierre Auger. Il y a Bertrand Goldschmidt qui doit être là, il y a Jules Guéron qui doit être, je pense, ici, et ça pourrait être Alban, et l'autre, je ne vois plus qui c'est. Et alors, donc pour l'anecdote, on voit que Pontecorvo ne regarde pas la photo, et dans le livre de Close, il est mentionné que peut-être s'il avait quelque chose à se reprocher à ce moment-là, c'est pour ça qu'il ne regardait pas la photo. Je dis 1943, mais c'est un petit peu plus tard, c'est plutôt 44 ou 45. Donc voilà d'autres photos de Pontecorvo qui, malheureusement, à la fin de sa vie, a eu la maladie de Parkinson, et donc il a handicapé pas mal, et il s'amusait à faire, malgré ça, à mettre une canne en équilibre sur son pied pour montrer qu'il avait encore le sens de l'équilibre. Donc, il ne fait aucun doute dans la communauté des physiciens qu'il eût été associé au prix Nobel de 2015 si ça n'avait pas été un autre prix Nobel. Donc, il aura payé très cher son exil en Dieu, de toute façon. Donc, revenir à la photo aux premières années de Pontecorvo, donc c'était le groupe de Fermi. Le groupe de Fermi s'appelait les ragazzi, les jeunes de la Via Palestrina, où se trouvait le laboratoire de Fermi au centre de Rome, en 1934. Donc là, on retrouve Fermi, Rassetti, Amati, Segre et D'Agostino, qui était un chimiste qui travaillait avec eux. Et vous allez me dire, mais où est Pontecorvo? Pontecorvo, c'est lui qui a fait la photo. C'est pour ça. Donc déjà, la notion de disparition du personnage apparaît sur cette image. Donc, juste pour terminer, les autres prix Nobel pour les neutrinos. Donc en 2002, Ray Davis et Masatoshi Koshiba. Donc pour l'astronomie neutrinos, les neutrinos solaires pour Davis, les neutrinos supernova pour Koshiba. Et puis Frédéric Reines pour la découverte du neutrino en 1956. Donc il a attendu 40 ans pour avoir le prix Nobel. Il aurait mérité d'avoir plus tôt. Bon, il a eu quand même à mourir. Et puis en 1988, Lederman, Schwartz et Steinberger pour la découverte de la seconde famille de neutrinos, le neutrino mu, en 1962. Donc Steinberger
l'histoire. Alors on dit qu'ils ont eu le prix Nobel avant Reynes parce que Reynes il a fait découvrir quelque chose qu'on savait. Ça n'apportait pas grand-chose, un peu ridicule, on dit. Alors que la découverte du deuxième famille de neutrinos ouvrait la porte à des différentes familles de particules élémentaires, donc ça a été plus fondamental d'une certaine façon. Il n'en reste pas moins que Reynes a été très méritant. En guise de conclusion, bon, les neutrinos sont des messagers incontournables de phénomènes fondamentaux dans l'univers. Le Soleil fonctionne comme prévu grâce à des réactions nucléaires de fusion entre deux protons, mais les neutrinos produits se transforment en oscillants. Les neutrinos produits dans l'atmosphère de la Terre sont bien compris, s'ils oscillent. En retour, les questions d'évidence de l'oscillation des neutrinos nous offrent leur masse sur un plateau. Alors, masse, différence de masse au carré. C'est très important pour la physique des particules. Mais il reste encore beaucoup de mystères à dévoiler, donc beaucoup de prix Nobel à venir. Donc, merci Bruno Pontecorvo pour toutes vos contributions. Et puis, je termine par ce contrat comme suivant. Donc, c'est une illustration de Anselme Differ qui écrit cette obscure clarté qui tombe des étoiles, en reproduisant Pierre Corneille et puis l'œuvre de Anselme Differ. Et je crois que ça s'applique très bien au neutrino. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez des questions. Je voulais juste quand même vous donner des nouvelles de notre ami Xavier. Les pompiers l'ont pris en charge, donc on espère que tout va bien se passer. J'enverrai un mail demain et j'essaierai de vous passer des informations. En tout cas, merci à ceux qui m'ont aidé. Merci, monsieur. Très sympathique. Donc, les questions pour Daniel Vignot. Moi, j'en ai une petite. Je vais peut-être expliquer pourquoi le fait que les neutrinos oscillent, ça leur confère une masse. Tout le monde me dit que c'est évident. Oui, parce que lorsqu'on écrit formalisme, on développe la propagation du neutrino et la masse intervient. Et l'oscillation n'a lieu que s'il y a une phase qui est liée à la différence de masse. Donc, il faut non seulement qu'ils aient C'est un raisonnement par l'absurde. Non, pas par l'absurde. Le formalisme théorique de l'oscillation implique qu'ils aient une masse. S'il n'y a pas de masse, il n'y a pas d'oscillation. D'accord. Même s'ils ont une masse, ils ont exactement la même masse, il n'y a pas d'oscillation non plus parce qu'on a un terme de phase une masse. Et on ne connaît toujours pas la masse individuelle des neutrinos. On ne connaît toujours pas la masse individuelle des neutrinos. On sait qu'on a des limites supérieures maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les limites supérieures sur la masse des neutrinos, elles sont données par des expériences directes. Mais aussi aujourd'hui, la cosmologie, on va citer les résultats d'expériences Planck de ces dernières années, contraignent très fortement la masse des neutrinos. Une valeur, disons, autour de 1 électron-volt. Ah oui, c'est ridiculement bas. C'est ridiculement bas. Mais probablement, elle est beaucoup plus basse que ça. Et vous pensez qu'on pourra la mesurer vraiment un jour? Il faut les pas au LHC en tout cas. Non, pas du tout au LHC. C'est pas le même degré d'énergie. Pour la mesure directe de la masse du neutrino-électron, il y a une très belle expérience qui s'appelle Catherine, qui est en train de s'installer à 15, inaugurée à Karlsruhe au mois de juin prochain, qui va démarrer, mais qui a été lancée il y a 20 ans. C'est pour montrer la durée de ce type d'expérience. Et même Catherine, probablement la limite. Aujourd'hui en France, Catherine ne mesurera pas parce que la masse est plus basse. Et même la limite sera 0,1 électron-volt. Ça sera encore probablement très supérieur. Donc pour l'instant, on n'a pas de précision sur ce que serait cette masse. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Olivier et Laurent, tu parles fort parce que je ne peux pas te lancer le micro. Je voulais savoir, on a des hypothèses qui pourraient indiquer que le neutrino Non, attends, on n'entend pas. serait sa propre antiparticle.
particule de majorana. Ah non, stop. La question elle est simple en fait. Est-ce qu'il y a des expériences qui pourraient prouver que le neutrino est une particule de majorana? À cette question, la réponse est oui. Il y a des expériences, il y a beaucoup d'expériences. Alors, ces expériences, ce sont des expériences qu'on appelle de désintégration bêta sans neutrino. Alors, juste pour être simple, donc la désintégration bêta, on a un noyau, on va aller vite, un neutron, un proton, électron. La double désintégration bêta, elle est autorisée, elle a été prédite par Maria Gopper-Mayer dans les années 1935, donc assez tôt. Donc là, au lieu d'avoir un seul neutron qui se désintègre, il y a simultanément deux neutrons qui se désintègrent en proton électron, et donc il y a deux neutrinos qui sont émis. Et puis, ce phénomène a été observé expérimentalement. Il est autorisé par. Il n'y a rien qui l'interdit, simplement il est rare, donc il est assez compliqué à observer. Et puis, est intervenu plus tard en disant que oui, mais il pourrait y avoir quelque part le processus d'échange de particules, un échange entre le neutrino qui serait neutrino-antineutrino, et donc il y aurait il n'y aurait pas de neutrino en sortie. Ce serait deux électrons qui donnent deux protons et deux électrons, point. Donc, pour observer ça, on se retrouve avec la même situation qu'on a vue pour la désintégration de l'état au début, c'est-à-dire qu'on s'attendrait à avoir un spectre de désintégration avec une ligne verticale. Donc, ça, il y a une quantité phénoménale d'expériences. On a beaucoup d'expériences qui recherchent ce phénomène, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore aussi une expérience. Au début, c'était des petites collaborations, et maintenant, ça devient des collaborations plus importantes parce que ce n'est pas des choses qu'on fait dans son coin. Il y a des détecteurs qui sont dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie. Il y a deux grandes expériences qui s'intéressent à ça. Donc ça impliquerait que les neutrinos sont des majorana, et donc le neutrino est sa propre antiparticule. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, vas-y, tape fort. Faites passer, attends, on va faire passer le micro. Parce que comme on enregistre, ça va bien. J'observe que les neutrinos n'ont pratiquement pas de masse, ne sont arrêtés presque par rien, bon, sauf peut-être la recherche de l'appareil, on verra ce que ça donne. Il faudrait savoir pourquoi ils ont une telle importance. Pourquoi ils ont une telle importance? Et justement, leur propriété d'interagir faiblement et de pouvoir traverser des quantités de matière importantes leur permet de donner des informations sur ce qui se passe au cœur du Soleil, par exemple. Ou bien les neutrinos de supernova, on en a détecté en 1987, on en a détecté depuis dizaines, disons. Mais le jour où on détectera une supernova dans notre galaxie avec des détecteurs plus importants que ceux qu'il y avait à l'époque, on ne sera pas quelques dizaines, on espère quelques centaines. Et à ce moment-là, en observant à la fois le spectre en énergie de ces neutrinos, en observant le temps d'émission, on a des informations sur le mécanisme d'explosion des supernovas. Donc, des outils d'information grâce au fait qu'ils interagissent faiblement. Donc, malgré tout ça, à l'intérieur du supernova, pour dire que la densité au cœur de la supernova qui explose est tellement importante, il y a une fraction de seconde pendant laquelle les neutrinos sont piégés. La température est tellement grande qu'on n'a qu'un mélange neutrino-antineutrino au cœur de la supernova, mais ils sont piégés, ils ne peuvent pas sortir. Brutalement, il y a l'explosion et à ce moment-là, ils sortent. Donc, ils apportent des informations sur ces mécanismes de manière très, très importante. Alors, ensuite, les neutrinos géologiques, les géoneutrinos, pour l'instant, on en a détecté quelques poignées, enfin quelques dizaines, donc on ne peut pas tirer de grandes conséquences, mais les géophysiciens sont très intéressés parce que ça permet d'identifier les contenus en uranium, thorium, potassium, et selon qu'on va se trouver, on a des détecteurs qui vont se trouver dans la montagne, donc qui vont se trouver, comme il a été question, au large de Hawaï, jusqu'à ce moment-là, c'est complètement différent, on n'observe pas les mêmes choses. Donc ça contraint, pas très fortement, ça contraint quand même les
géophysiciens. C'est une source d'information supplémentaire. Après, en physique des particules, ils sont importants parce que c'est eux qui, aujourd'hui, maintenant qu'on a découvert le boson de Higgs et tout ça, les neutrinos, c'est eux qui ouvrent une porte au-delà du modèle standard de la physique des particules. Ça, en fonction de leurs propriétés, ça va contraindre la physique des particules. Voilà, je ne sais pas si moi ça me suffit, mais oui, on pourrait parler des heures sur les neutrinos, hein. Surtout si vous parlez de supernova dans une galaxie, comme c'est en moyenne une par siècle. La dernière, c'était quoi, 1987 C'était pas dans notre galaxie, c'était dans la... C'était même pas, oui. Non, dans notre galaxie, il y a longtemps qu'il y en a pas. Pourquoi est-ce qu'on les a pas vus? Parce qu'en fait... On n'avait pas d'équipement. Non, on n'avait pas d'équipement, mais notre galaxie, malgré tout, la galaxie, il y a le centre de la galaxie qui est très dense, et donc une supernova qui va exploser de l'autre côté, on ne la verra pas en lumière, et par contre, on peut la voir en neutrino. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une question? Bon, allez, vas-y, c'est la dernière. Alors, moi, je continue mon truc, donc pas de masse, mais rien invisible. Est-ce que ça peut expliquer la matière noire? La question, est-ce que ça peut expliquer la matière noire? La réponse est non. Par contre, les neutrinos ayant une masse, et on a vu que le nombre des neutrinos cosmologiques, 300 par centimètre cube dans l'univers, donc ça signifie que les neutrinos contribuent à la matière noire. Mais maintenant qu'on sait que la masse est très faible, leur contribution est aussi très faible. Donc il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas ça qui va expliquer l'énigme de la matière noire. Il faudrait qu'ils aient une masse de quelques électronvolts pour pouvoir expliquer la matière noire. Bon, il y a d'autres raisons qui font qu'ils ne peuvent pas expliquer la matière noire. Ok, mais écoute, on remercie M. Mignot. Rendez-vous à la prochaine conférence, le 15 décembre. On parlera de galaxies, d'arnaque galaxie, réservation à partir de demain matin, 9h. Bonne soirée, bon retour à tous. Et désolé des petits inconvénients aujourd'hui.